Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans la continuité des crimes de l'époque, j'ai trouvé ça sympa et utile de vous parler de la peine de mort en France. En première partie de la vidéo, je vous parle donc de la peine de mort, de son évolution, des différentes méthodes d'exécution, je vais vous donner quelques dates clés, etc. Et dans la seconde partie, je vous parle de la toute dernière personne qui fut guillotinée en France. Qui a été le dernier exécuté et pour quel crime? Commençons sans plus tarder. Commençons par remonter très loin à l'époque gallo-romaine et le bas empire romain. Sous le bas empire, les Romains utilisaient la crucifixion pour les voleurs et les vagabonds, c'est-à-dire qu'on les clouait ou on les liait sur une croix. Ils les envoyaient aussi parfois combattre contre des gladiateurs, voire même des bêtes sauvages. Ou encore, carrément, ils les décapitaient. Sous le règne de Jules César, les criminels étaient eux exécutés à l'occasion de grandes fêtes propitiatoires, c'est-à-dire offerts en sacrifice à la divinité qui était fêtée. Lors de ces sacrifices, ils étaient alors enfermés dans de grands mannequins de paille auxquels on mettait le feu. Ensuite, avançons un peu dans le temps à l'époque gauloise. À cette époque, certains condamnés étaient eux conduits au bord d'une falaise d'où ils étaient précipités. Faisons maintenant un grand bond dans le temps avec l'Ancien Régime. En fait, l'Ancien Régime correspond à la période juste avant la Révolution française, c'est-à-dire entre le 15e et le 18e siècle. Durant cette longue période, il existait alors une multitude de façons d'exécuter en fonction du crime et aussi de la condition sociale du condamné. L'emprisonnement, comme nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas. Sous l'Ancien Régime, l'emprisonnement servait uniquement comme, disons, lieu d'attente avant l'exécution, ou alors comme peine de substitution en cas de grâce. Si l'accusé était gracié, à la place, il effectuait une peine d'emprisonnement ou bien de bagne. Les femmes et les personnes atteintes de démence étaient également plus facilement condamnées à une peine d'emprisonnement plutôt qu'à la peine capitale. Concernant la grâce, les exécutés pouvaient en effet être graciés. Les grâces étaient d'ailleurs assez nombreuses. Mais en cas de refus de grâce, ils devaient être exécutés dans les 48 heures suivant le refus. Ils étaient alors exécutés au lieu le plus proche d'où le crime avait été commis, sur la place principale de la ville où une estrade était dressée. Parlons maintenant des différentes méthodes d'exécution. On avait d'abord principalement la pendaison. Ensuite était suivie la décapitation, à l'épée, sinon c'était à la hache. La décapitation était un privilège attaché à la noblesse, sauf par exemple pour les ministres ou les officiers du roi qui étaient coupables de détournement des deniers publics ou d'escroquerie. Dans ce cas-là, ils étaient dégradés de leur titre de noblesse, puis pendus. Ensuite, il y avait aussi le bûcher, notamment pour les personnes coupables d'incendie. Le condamné était souvent discrètement étranglé avant par un lacet. Il souffrait moins que d'être brûlé vivant. Puis il y a la méthode de la roue pour les brigands et les meurtriers. Les membres du condamné étaient brisés, puis il était achevé par strangulation. Sauf que le temps qui s'étalait entre le fait qu'on lui brise les membres et l'étranglement était déterminé selon la gravité du crime. Par exemple, pour un assassinat, le criminel pouvait souffrir plusieurs heures avant d'être achevé. Pour les crimes les moins graves, on étranglait l'homme avant de le briser. Ensuite, il y a la méthode de l'huile bouillante. C'est les faux-monnailleurs qui étaient notamment ébouillantés. Il y a aussi l'écartèlement avec ensuite l'exposition des restes. L'écartèlement avait notamment lieu pour des faits de haute trahison et pour les parricides, même si dans la pratique il n'était utilisé que pour les régicides. Et enfin, il y a la méthode de la tête cassée qui était une peine utilisée pour les militaires. Et c'est en mai 1791 que le tout premier débat officiel sur la peine de mort en France a lieu.
Au terme de ce premier débat, la peine de mort est maintenue, mais en supprimant toutefois toute torture préalable et en privilégiant également la décapitation comme mode d'exécution, même si la décapitation était jusqu'alors réservée à la noblesse. C'est aussi en 1791 que l'usage de la guillotine est adopté. Puis maintenant, une date importante dans l'histoire de la peine de mort en France. C'est le 26 octobre 1795, lors de la Révolution française, que la peine capitale est, disons, temporairement abolie. Et c'est en 1810 que cette abolition temporaire est ajournée et que la peine de mort est alors rétablie. Et sous la Révolution française, la cour d'assises est également créée. En fait, la cour d'assises, c'est le lieu où sont jugées les personnes accusées d'un crime puni de plus de 20 ans de prison. Les accusés sont alors désormais jugés par un jury. C'est donc un jury qui décide désormais du sort de l'accusé, qui décide s'il va être condamné à mort ou non. Et jusqu'en 1978, le jury était composé uniquement d'élus politiques et non de civils comme on connaît aujourd'hui. Puis, lors des années et des décennies suivantes, il y a eu de nombreux débats sur l'usage de la peine de mort. Certains souhaitaient rétablir la pendaison plutôt que la guillotine, d'autres souhaitaient l'abolition de la peine de mort, mais uniquement pour les personnes politiques, donc les ministres, etc. Puis, à partir de 1906, le nouveau président de la République, Armand Fallières, partisan de l'abolition de la peine de mort, gracie lui systématiquement tous les condamnés à mort. Sauf que sa décision fait fortement débat lorsqu'il a accordé sa grâce à un homme du nom d'Albert Soleillant, car cet homme a violé et tué une petite fille de 11 ans. Armand a décidé de le condamner uniquement à des travaux forcés en l'envoyant au bagne. Cette décision a forcément déclenché une vive polémique et n'a fait que renforcer les convictions alors du camp des personnes contre l'abolition de la peine de mort. Puis nous sommes maintenant en 1908, Edmond Guyot de Seigne, alors garde des Sceaux, prépare un projet de loi visant à remplacer la peine de mort par une peine de prison à perpétuité. C'est vraiment là que l'on parle pour la première fois d'une peine à perpétuité. Sauf que cette décision a également suscité une vive polémique, car pour certains, c'était comme un encouragement au crime. Surtout qu'à cette période, les chiffres de la criminalité étaient en hausse. Plusieurs faits divers sanglants faisaient la une des journaux. Puis, lors des deux guerres mondiales, il n'y a plus de grands débats parlementaires sur la question de la peine de mort. Il n'y a également plus d'exécution pour les civils, car c'est une période où forcément il y a eu de nombreuses pertes humaines et toutes et tous étaient vraiment concentrés sur ces dures périodes. Donc, durant ces années-là, seule une centaine de soldats ont été fusillés pour abandon de poste ou désobéissance. Donc, durant ces périodes, durant ces années-là, seule une centaine de soldats ont été exécutés. Puis, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 24 juin 1939, le président du Conseil, Édouard Daladier, supprime les exécutions publiques. Désormais, les exécutions devront non plus se dérouler donc sur la place publique, mais dans l'enceinte des prisons. Ensuite, nous sommes maintenant sous le régime de Vichy. Durant cette période, Philippe Pétain refuse lui la grâce à une cinquantaine de condamnés, notamment des résistants. Et dans ces condamnés, il y avait également 5 femmes, dont Marie-Louise Guiraud, qui elle a été guillotinée pour avoir fait avorter une vingtaine de femmes lors de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pendant l'épuration, les exécutions sont elles très nombreuses. Sous la 4e République maintenant, les exécutions se poursuivent également. Et en 1950, à la suite d'une forte hausse des vols à main armée, le Parlement rend ce crime passible de la peine de mort, même si aucune exécution n'a jamais eu lieu pour ce motif. Nous voilà maintenant lors de la 5e République.
Tout d'abord, le 4 juin 1960, durant la guerre d'Algérie, la peine de mort pour raison politique, qui avait été abolie depuis 1848, est alors rétablie. Lors de la Ve République, les présidents Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing sont les derniers présidents à avoir appliqué la peine de mort. Charles de Gaulle, lui, croyait sincèrement à l'usage de la peine de mort, tandis que Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing avaient eu un certain rejet pour la peine capitale. Même si Valéry Giscard d'Estaing semblait contre la peine de mort, il avait malgré tout précisé qu'il pourrait réellement se poser la question de l'abolition de la peine de mort une fois que la vague de criminalité aurait reculé. Et lors de la Ve République, de moins en moins de personnes sont exécutées. Et la plupart des condamnés sont graciés, sauf vraiment pour les affaires qui sont très médiatisées. D'ailleurs, par la suite, une exécution ne pouvait avoir lieu que si la grâce était refusée. C'est-à-dire que lors de chaque exécution, le président examinait l'affaire et pouvait gracier ou non l'accusé. En fait, l'accusé n'avait même pas à faire la demande de grâce présidentielle, le président étudiait automatiquement chaque affaire. Chaque exécution commençait sérieusement à poser de plus en plus le débat sur la peine de mort. En 1969, la majorité des Français affirmait alors être contre la peine de mort, mais la tendance s'est ensuite inversée en 1975 avec l'augmentation de la criminalité. 56% des Français étaient alors désormais favorables à la peine de mort. Puis, après le quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing, en pleine campagne électorale pour l'élection donc présidentielle, François Mitterrand a déclaré qu'il était lui contre la peine de mort. Ensuite, il est élu président de la République. Et même si les sondages indiquaient qu'une majorité de Français était toujours favorable au maintien de la peine capitale, eh bien le 26 août 1981, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi abolissant la peine de mort. La loi est ensuite officiellement adoptée le 30 septembre 1981 par les sénateurs. 161 voix étaient pour abolir la peine de mort contre 126 voix. Le 9 octobre 1981, la loi sur l'abolition de la peine de mort est promulguée. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 190 ans. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. 7 condamnés échappent alors à la guillotine et voient leur peine de mort changer en peine de prison à perpétuité. Cette abolition est ensuite inscrite en 2007 dans la Constitution française. La France devient alors le 36e État du monde à abolir la peine de mort. Il est l'un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine capitale. Il est ensuite suivi quelques années plus tard de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Royaume-Uni. Et en fait, si la France a conservé très longtemps la peine de mort, comparée à certains de ses voisins, eh bien c'est à cause notamment de son histoire, des luttes politiques, des opposants et des partisans de la guillotine, etc. Et après l'abolition, la droite et l'extrême droite deviennent alors les seuls partis en France à prôner le rétablissement de la peine de mort. De 1984 à 2004, ces partis déposent alors une trentaine de propositions de loi visant au rétablissement de la peine de mort.
La proposition de loi pour le rétablissement de la peine capitale est également inscrite dans le programme présidentiel de 2012 de Marine Le Pen, avec comme condition d'être soumise à un référendum, même si ça nécessiterait une révision préalable de la Constitution pour permettre vraiment un tel référendum. Marine Le Pen a par la suite renoncé à cette proposition qui ne figurait plus dans son programme présidentiel de 2017. Bien que son rétablissement ne serait pas possible sans dénoncer 2 traités internationaux. Le premier, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le protocole 6 et le protocole 13. Le protocole 6 rend l'abolition quasiment irréversible et le protocole 13, lui, interdit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre ou en cas de danger imminent de guerre. Et le second traité qui empêche un jour le rétablissement de la peine de mort, c'est le Pacte international des droits civils et politiques. Cela fait donc maintenant plus de 40 ans que la peine de mort est abolie. L'opinion des Français sur la peine de mort a beaucoup évolué. Plusieurs sondages ont montré de grandes différences d'une époque à l'autre. En avril 2015, à la suite des attentats de janvier, on a enregistré pour la première fois depuis 30 ans une majorité d'opinions favorables à son rétablissement. Plus récemment, en 2020, 55% des Français étaient favorables à son retour. Et aujourd'hui, en 2022, 142 pays ont aboli la peine de mort, tandis que 53 pays la pratiquent encore. La Chine est le premier pays aujourd'hui en nombre d'exécutions, suivi ensuite de l'Iran qui a exécuté au moins 314 personnes en 2021 selon Amnesty International. Parlons maintenant du tout dernier condamné à mort de France avant son abolition, donc en 1981. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas Christian Ranucci, mais Hamida Djandoubi, le dernier exécuté. Hamida est né le 22 septembre 1949 à Tunis et il est mort le 10 septembre 1977 à Marseille. Il a été exécuté par guillotine pour avoir torturé et tué son ancienne compagne Elisabeth Bousquet, âgée de 21 ans. Il a rencontré Elisabeth à l'hôpital alors qu'elle était âgée de 18 ans. C'était en 1971 et Hamida était un ouvrier agricole et il était hospitalisé à cause d'un accident de travail. D'ailleurs, lors de son hospitalisation, il a dû être amputé d'une jambe. Et en fait, il partageait sa chambre avec le père d'Elisabeth. C'est donc ainsi qu'ils se sont rencontrés. Ensuite, ils ont débuté une relation. Nous voilà maintenant 2 ans plus tard, un soir de 1973. Hamida force Elisabeth à avoir des relations sexuelles avec 8 hommes. Elle porte ensuite plainte pour proxénétisme. Et suite à la plainte, Hamida a été arrêtée et condamnée à plusieurs mois de prison. Elisabeth a vraiment eu le courage de porter plainte, de le quitter, de fuir. Sauf que, par contre, Hamida a lui juré de se venger. Ensuite, il a fréquenté 2 adolescentes, Annie et Amaria, avec lesquelles il a commencé une relation à 3. Il est ensuite devenu violent avec elles et il a également fini par leur imposer la prostitution. Puis les mois passent et il souhaite toujours autant se venger d'Elisabeth pour avoir porté plainte contre lui et qu'il ait fait de la prison. Et malheureusement pour elle, il a fini par la retrouver. Et ce jour-là, il a croisé vraiment par hasard, il a commencé à discuter avec elle et sous un prétexte fallacieux, il l'a convaincu de le suivre jusqu'à son domicile. Je ne sais vraiment pas comment il a fait pour la convaincre, mais il l'a manipulée, il a vraiment trouvé une excuse sournoise pour qu'elle le suive. Nous sommes alors le 3 juillet 1974 et Elisabeth est désormais chez lui. Il y a également Annie et Amaria. Elisabeth commence ensuite à subir une longue séance de torture. Elle est frappée à coups de bâton et de ceinture. Elle est également violée et brûlée sur certaines parties du corps. Elle est ensuite transportée
nu et sans connaissance, en pleine campagne, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Ensuite, Hamida l'a entraîné dans une sorte de cabanon où il l'a achevé en l'étranglant. Le corps d'Elisabeth a ensuite été retrouvé quelques jours plus tard et Hamida n'a pas tout de suite été arrêté. Le 28 juillet 1974, 25 jours après le meurtre, Hamida recueille cette fois une adolescente en fugue âgée de 15 ans. Elle s'appelle Ouria et il la séquestre également et la viole. Le 9 août 1974, alors qu'Annie s'est absentée, Ouria, donc la jeune fugueuse, convainc Amaria de fuir et de porter plainte, de dénoncer Hamida. 2 jours après ce dépôt de plainte, Hamida Djandoubi est arrêtée pour viol, pour séquestration, pour coups et blessures, menaces de mort, proxénétisme et torture sur 3 mineurs. Il reconnaît très rapidement les faits commis sur les 3 adolescentes et il avoue également le meurtre d'Elisabeth. En fait, il a accepté de collaborer avec la police en avouant le meurtre d'Elisabeth car il espérait obtenir la clémence. Sauf que quelques mois plus tard, le 25 février 1977, la cour d'assises le condamne à mort pour le viol, la torture et le meurtre d'Elisabeth. Ses avocats ont tenté de lui éviter la peine capitale en évoquant notamment l'amputation de sa jambe qui, selon eux, a joué un très grand rôle sur le psychisme de leur client. Sauf que cette défense n'a pas fonctionné, il a bien été condamné à mort. Et Hamida et ses avocats, suite à ça, ont contesté la décision, ils ont notamment fait appel, ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation est en fait le tout dernier ressort pour le condamner. C'est lorsqu'il fait appel à la plus haute juridiction du pays. Mais le pourvoi en cassation est rejeté le 9 juin 1977. Hamida a ensuite demandé la grâce présidentielle, mais le 8 septembre 1977, la grâce lui est également refusée par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. C'est 2 jours plus tard, le 10 septembre à 4h40, qu'Hamida Djandoubi est guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes. Il allait avoir 28 ans quelques jours plus tard. Par la suite, de 77 à 81, plus d'une dizaine de criminels seront encore condamnés à mort en France, mais aucun ne sera exécuté, car soit ils ont revu leur sentence en cassation, ou soit ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Donc, l'abolition de la peine de mort en octobre 81 fait définitivement d'Hamida Djandoubi le dernier exécuté de France et d'Europe de l'Ouest. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses sur la peine de mort en France. Et nous, on se retrouve très vite lors d'une prochaine vidéo. Bye!